Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois de mai. Comme d'habitude, on va commencer par quelques statistiques. En mai, j'ai lu 14 livres. Il y en a 7 que j'ai lus exclusivement en version papier, 3 que j'ai lus exclusivement en version audio, 3 que j'ai lus exclusivement en version numérique et un seul que j'ai lu en mixed media, pour un total de 4784 pages et 37 heures d'écoute. J'ai fait 0 abandon, 0 lecture 1 étoile, 0 lecture 2 étoiles, 4 lectures 3 étoiles, 8 lectures 4 étoiles et 2 lectures 5 étoiles, dont un coup de cœur, pour une moyenne de 4 étoiles, ce qui est un excellent mois de lecture à mon avis. Ça change un peu du mois d'avril qui était coussi coussa. Donc je suis vraiment très contente. J'ai commencé le mois de mai avec 176 livres dans ma pile à lire. Il y en a 9 que j'ai sortis pour les lire. Je n'en ai enlevé aucun sans les lire. J'en ai ajouté 4, ce qui fait qu'à la fin du mois de mai, je me retrouve avec 171 livres dans ma pile à lire contre 210 au 1er janvier. On continue à faire baisser cette pile à lire intégrale. Je suis ravie. Le premier livre que j'ai lu au mois de mai, c'est La Belle et les Bêtes de Soman Chainani, sur lequel je ne vais pas m'attarder puisqu'il fait partie de mon mystery vlog, donc je vous remettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous voyez cette vidéo. Je lui ai mis 4 étoiles. Ensuite, lecture totalement improbable et que je n'aurais pas lu sans une bonne raison. Je ne l'ai plus avec moi parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque. J'ai lu Un fils perdu de Sacha Filipenko. Petite mise en contexte. Au début de l'année, avec les copines au boulot, on a décidé de se lancer un challenge. On va essayer de lire autour du monde. Donc on n'arrivera peut-être pas à le faire en une année, on n'arrivera même probablement pas à le faire en une année, mais depuis le 1er janvier, à chaque fois qu'on lit un auteur originaire d'un pays qu'on n'a pas encore lu, de préférence dont l'histoire se déroule à peu près dans ce pays, ou alors une fantaisie, mais dans ces cas-là, il faut vraiment que l'auteur ou l'autrice soit de nationalité du pays sélectionné. On le note, on a une grande map au boulot et on colorie, on a chacune notre couleur et on colorie du coup au fur et à mesure les pays qu'on a visités. Et je suis tombée sur la Biélorussie. C'était ça, hein, oui c'était ça, la Biélorussie. Je vous le donne en mille pour ma prochaine lecture que je vais essayer de faire quand je pourrai, qui est pas très longue, hein, parce que du coup à chaque fois je prends des trucs assez courts. Je suis tombée sur la Slovaquie. Donc ouais, j'aimerais bien sortir un petit peu de ce coin-là, voir autre chose. C'est pas grave. Un fils perdu donc de Sacha Filipenko, auteur biélorusse. Alors, je lui ai mis 3 étoiles. Dans cette histoire, on va faire la rencontre du personnage principal dont j'ai oublié le prénom. Je vous avoue que ça m'a pas transcendé comme lecture. Heureusement, c'était une lecture rapide. Ce personnage principal est au lycée et il a rendez-vous avec sa copine pour aller à un concert, je crois. Et à ce moment-là, il y a de la grêle, l'orage éclate et des gros glaçons tombent du ciel, donc vraiment un gros orage de grêle. Et du coup, il y a un mouvement de foule, tout le monde se précipite dans le métro pour se mettre à l'abri, sauf que ça va entraîner des piétinements, il va y avoir des morts, au moins une trentaine ou une cinquantaine de morts, je ne sais plus. C'est adapté d'un fait réel, donc si vous voulez vous renseigner un peu plus sur ce fait historique qui s'est déroulé en Biélorussie, allez-y. Ça se passe, si je vous dis pas de bêtises, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc peut-être dans les années 80-90, quelque chose comme ça, bien après la Seconde Guerre mondiale, c'est assez contemporain. Et notre personnage principal, donc, qui vit avec sa grand-mère. Sa mère est toujours présente, mais c'est pas vraiment sa mère qui l'élève, elle habite dans l'immeuble en face, je crois. Donc c'est sa grand-mère qui va rester à son chevet parce qu'il va se retrouver dans le coma pendant 6 ans, 10 ans, je ne sais plus. Voilà, donc en fait on va vivre un petit peu l'évolution, ou carrément pas, justement, puisque c'est ça le sujet, du pays pendant ces 10 années, à travers le coma du personnage principal. Donc lui, pendant 10 ans, n'évolue pas, et son pays, quand il va se réveiller 10 ans plus tard, n'a pas vraiment évolué non plus. Donc on est sur une critique de la société biélorusse et du gouvernement biélorusse. On parle énormément de politique, on parle énormément de dictature, bien entendu.
C'était intéressant, mais c'est pas le type de lecture qui me passionne particulièrement ou qui m'intéresse particulièrement. J'ai pas été déçue, c'était ce à quoi je m'attendais. Par contre, on a une scène de viol qui est décrite, non, qui n'est pas décrite, mais on comprend clairement qu'il s'agit d'un viol, même si vraisemblablement ça ne pose pas de problème aux personnages impliqués dans l'affaire. Moi, ça m'a beaucoup choquée. Je vous dirais, quoique je peux vous dire pourquoi, parce que ça m'étonnerait que vous lisiez ce livre, c'est pas du tout le genre de lecture que je fais d'habitude, donc je pense pas que vous soyez sur cette chaîne pour entendre parler de ce type de livre, et ça va pas forcément vous donner envie. La grand-mère du personnage principal cherche à tout prix un moyen de réveiller son petit-fils, et elle lit des articles, et elle se renseigne sur d'autres personnes qui miraculeusement sont sorties d'un coma, alors qu'il y avait vraisemblablement plus d'espoir. Donc il y en a une, c'est la douleur qui l'a réveillée parce que les infirmières l'ont plongée dans un bain brûlant sans faire exprès. Et il y en a un autre, en l'occurrence, une femme, qui, là encore certainement basée sur une histoire vraie, s'est réveillée suite à son viol par son médecin. Donc elle se dit, oh bah peut-être que il y a moyen. Donc elle engage une prostituée pour tenter de réveiller son petit-fils. Donc consentement zéro, c'est du viol, clairement. Et voilà, donc on est vraiment il y a vraiment une violence dans cette histoire, dans ce texte, la manière dont c'est raconté. J'ai apprécié par contre la toute fin, parce que l'auteur explique. En réalité, il prend le temps d'expliquer. Est-ce que c'est l'auteur ou est-ce que c'est le traducteur? Je sais plus maintenant. Mais il y a une note à la fin de l'histoire documentaire, un petit peu pour dire, ben voilà, tel et tel passage sont basés sur tel et tel fait historique. Voilà. Donc c'était pas inintéressant, mais clairement, j'aurais jamais pris la peine de m'arrêter dessus si ce n'avait été pour ce challenge. On verra si ma prochaine lecture autour du monde est un peu plus agréable, on va dire. Ensuite, j'ai lu Fall Lady Fortune de Chloé Gang, mais là encore, c'était dans le cadre du Mystery Vlog, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Je lui ai mis 4 étoiles. Idem pour Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies de Heather Fawcett, auquel j'ai mis 4 étoiles et qui fait partie de mon Mystery Vlog. Ensuite, dans le cadre du vlog du Buzzword, j'ai lu An Arrow to the Moon de Emily X. Pan, donc là encore, je ne vais pas m'attarder dessus. Je lui ai mis 4 étoiles. Pareil pour Shielded de Kaylin Flanders, dans le cadre de mon vlog du Buzzword, je lui ai mis 3 étoiles. Et il faisait aussi partie de ma palle des cartes du mois de mai pour un livre avec un nombre de pages impair. Et le dernier livre dont je ne vais pas vous parler réellement dans cette vidéo, c'est Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires de Holly Black, que j'ai lu là encore dans le cadre des vlogs du Buzzword et auquel j'ai mis 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu La Crue, le tome 1 de Blackwater de Michael McDowell. C'était pour un livre de poche dans ma palle des cartes du mois de mai. Je lui ai mis 3 étoiles. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de la famille Casquet, c'est ça. De la famille Casquet. Ça se déroule en Alabama et il y a eu une crue. La ville est complètement sous les eaux et au tout début de l'histoire, on va rencontrer le fils aîné de la famille qui se balade en barque pour vérifier qu'il n'y a pas des survivants quelque part qui pourraient ramener en lieu sûr. En l'occurrence, le lieu sûr, c'est les maisons. Je me souviens plus si leurs maisons ont été épargnées, je suis pas sûre, je crois pas. Mais il y a une église un peu plus haut et il y a je sais plus quoi encore comme bâtiments qui ont été épargnés, donc ils sont à l'abri, on va dire. Et il va tomber sur une jeune femme qui s'appelle Elinor Damert. Et il y a quelque chose de très bizarre avec cette jeune femme. On est sur une saga familiale, on est sur un roman fantastique avec un soupçon d'horreur. Je vous avoue que il m'a fallu attendre assez longtemps pour voir le côté horrifique de l'histoire, mais quand c'est arrivé, ça m'a rappelé une scène de Destination Finale 2. Je crois que c'est dans le 2. Je vais pas vous dévoiler quelle scène pour pas vous spoiler. C'est gore.
c'est graphique, c'est cracra, berk. J'ai aimé absolument aucun des personnages dans cette histoire. Ils sont tous plus insupportables les uns que les autres. Et quand je dis insupportable, je veux dire horrible. On a la matriarche qui estime que c'est son droit le plus légitime de régner un peu en mère supérieure sur tout le monde, que ce soit les membres de sa famille ou pas d'ailleurs. Évidemment, on va avoir le fils aîné, donc le père est décédé. Le fils aîné qui va tomber amoureux de cette Elinor Damert et ça va pas plaire à la mère. On a le frère. Est-ce que c'est le frère du père? Je crois que c'est le frère du père, donc l'oncle, qui vit dans la maison d'à côté, qui a une femme que tout le monde considère comme alcoolique et qui n'est jamais là. Du coup, Elinor va être hébergée chez cette personne. L'oncle a une petite fille. Il va y avoir une relation mère-fille un petit peu qui va s'installer entre Elinor et cette petite fille, alors que c'est pas la mère, donc bref, c'est très bizarre. J'ai eu envie de les secouer du début à la fin. Ils sont bêtes, ils n'ont aucun sentiment, aucune empathie. À un moment donné dans l'histoire, ils se marchent tous les uns sur les pieds des autres et c'est insupportable. J'ai pris presque aucun plaisir au final à ma lecture, à part pour les quelques envolées lyriques de l'auteur qui sont plus rares que ce à quoi je m'attendais et qui sont malheureusement teintés du sexisme et du racisme inhérent à l'époque, puisque ça se passe en Alabama aux États-Unis, donc en 1919. C'est une série que je continuerai pas du coup, et je vais pas garder ce premier roman. C'est dommage parce que c'est très joli, mais non. Ensuite, j'ai lu Guide de savoir survivre en compagnie des monstres de Elian Blackmore et Karine M aux éditions Arsenic et Boule de Gomme. C'est la contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule. Et je lui ai mis 3 étoiles. Je vais pas m'attarder très longtemps sur cette histoire. On est sur un guide, plus ou moins, avec énormément d'illustrations, avec différents monstres, et des conseils sur comment survivre en cas de rencontre avec ces créatures, principalement autour d'une tasse de thé, puisque l'idée c'est que vous avez envie d'inviter un monstre à prendre le thé avec vous. Les illustrations sont toujours aussi phénoménales et sublimes, mais je pense que je me suis un peu lassée du manque d'originalité du reste. Ça fait longtemps que je suis ces deux auteurs. On revient toujours sur les mêmes monstres en fait, on revoit toujours les mêmes. Je trouve que même au niveau des illustrations, même si elles sont sublimes, c'est assez répétitif. Et ouais, je trouve qu'il n'y a plus tellement d'originalité et je pense que j'ai passé un cap, passé l'âge, j'en sais rien. Mais voilà, ça me plaît plus autant qu'avant, même si, comme dit, ça reste toujours magnifique. C'est plus assez pour moi. Le fait que ce soit beau ne suffit plus à ce que j'apprécie vraiment ma lecture. Donc, à mon avis, pour les enfants, jeunes ados peut-être, ouais, je dirais entre 8, parce que un peu avant, il y a quand même des choses un peu cracra, mais pas non plus au point de Blackwater par exemple, mais je dirais entre 8 et 12 ans peut-être, ça doit le faire. Moi malheureusement, je suis vieille maintenant. Ensuite, dans ma palle des cartes du mois de mai, je devais lire un livre qui n'était pas de la fantaisie et j'ai lu Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi que j'avais sur ma liseuse. Je lui ai mis 4 étoiles, j'ai adoré, c'était incroyable. C'est le premier roman de Virginie Grimaldi. Il est paru en 2015 et dès son premier roman, elle frappe très fort. On va faire la rencontre d'une femme qui est sur la fin de la trentaine, elle va avoir 40 ans. Elle est mariée, elle a 2 filles, 2 grandes filles qui sont, je pense, toutes les 2 majeures, qui sont dans les études supérieures. Et elle n'est pas épanouie du tout dans son mariage, elle est très malheureuse. Son mari ne la traite pas spécialement bien. Il n'est pas violent dans le sens violence conjugale, que ce soit physique ou psychologique. Encore que, au niveau des violences psychologiques, on peut se poser la question. Mais il ne la traite pas, il n'est pas sympa avec elle. C'est un con. Voilà. Elle a découvert en plus qu'il avait des maîtresses. Voilà. Son mari va fêter son 40e anniversaire et je ne vous spoile rien en vous disant que le jour des 40 ans de son mari, elle décide de faire ses valises et de se barrer.
c'est le pitch de cette histoire. Elle va embarquer sur une croisière autour du monde en solitaire. Le concept, c'est que toutes les personnes qui embarquent à bord de ce bateau sont célibataires. Et il y a même une clause selon laquelle il est interdit de se mettre en couple pendant la croisière. Elle a besoin de se ressourcer, de se retrouver, et elle est poussée par ses filles, en plus, qui trouvent qu'elle est effectivement pas épanouie et qu'elle l'aime énormément, elles aiment énormément leur père, mais les deux ensemble, c'est plus possible. Donc notre héroïne s'en va, prend le large, littéralement, et sur ce bateau, elle va faire la rencontre de 2 autres femmes. Une femme plus âgée, qui a la soixantaine passée, je dirais, qui est plutôt proche de la retraite, et une jeune femme qui a dans les 25 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, elles ont toutes les deux un parcours très différent. Elles sont toutes les deux sur ce paquebot, enfin toutes les 3 du coup, pour des raisons assez différentes, bien que quand même en lien avec un homme. Et puis on va les suivre dans leur apprentissage d'elles-mêmes, la découverte des autres et de ce qu'elles veulent pour elles dans la vie. C'était incroyable. Le mari de notre héroïne m'a rendu totalement cinglée. Je vous l'ai dit, c'est un con. Et comme à chaque fois que je lis un roman de Virginie Grimaldi, je me suis fait avoir par un twist. Je ne m'y attendais pas, donc je suis très contente quand ça arrive. Parce que je crois que sur tous les romans que j'ai lus de cette autrice, j'en ai pas lu tant que ça. Je dois avoir lu peut-être la moitié de sa bibliographie. Je pense que j'ai dû comprendre le twist seulement une fois. Donc c'est plutôt cool. J'ai vraiment adoré le concept de croisière en solitaire. Pourquoi pas, et vraiment découvrir... alors je crois que c'est 100 jours pour faire le tour du monde. Mais j'aurais aimé, alors c'est pas le sujet c'est sûr, mais j'aurais apprécié que l'autrice soit un petit peu plus critique sur le côté écologique et sur certains pays qu'elle visite, notamment en termes de différence de niveau de vie, parce qu'il y a quand même des endroits qu'elle visite qui sont très pauvres, et sur le paquebot c'est grand luxe, donc j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit, ne serait-ce qu'un petit paragraphe ou une petite réflexion de l'héroïne un peu plus poussée sur ce sujet-là, mais sinon c'était incroyable. Si vous ne connaissez pas cette autrice, je vous la conseille de tout cœur, c'est une de mes autrices préférées. Et je suis trop contente d'avoir lu ce titre. Ça m'a donné envie de continuer à lire du Virginie Grimaldi, donc j'ai hâte. Ensuite, dans ma palle des cartes, je devais lire un livre d'une autrice ou d'un auteur que j'avais déjà lu précédemment. J'ai lu Camera Obscura de Maëlle Desarts, que j'ai prêté, donc je ne l'ai plus avec moi pour l'instant, mais je le récupérerai. Je lui ai mis 4 étoiles. Et c'était aussi mon livre pour l'Adventure in Eldia, puisque je devais faire choisir un livre par une amie, et j'ai demandé à Diane de choisir un livre, et c'est celui qu'elle avait choisi. Donc j'ai réussi à le caser dans ma palle des cartes, c'était plutôt cool. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Léandre. Purée, c'était ça, j'avais un doute. J'ai dû vérifier, mais c'était bien ça. Léandre, qui... Alors ça se passe à Londres. Je dirais que ça se passe... On est à l'époque victorienne. À Londres donc, et on a Léandre qui est un jeune aristocrate qui va hériter du titre de duc, si je dis pas de bêtises. Sa sœur est très malade et on est dans un univers où Londres est donc plongé dans cette espèce de brume et les morts se réveillent. On a des photographes spécialisés dans la prise de clichés de cadavres, et l'idée c'est que si la photo est floue, le cadavre va se réveiller. Donc les photographes sont là pour essayer de prévenir ça, pour que ces corps-là soient traités d'une manière différente. Et on a une police aussi qui a été mise en place. Il y a toute une paranoïa autour de ces morts vivants. D'ailleurs, j'ai adoré le style de l'autrice comme d'habitude, et les jeux de mots et la façon dont elle écrit son histoire, c'est toujours incroyable. On va avoir une romance aussi dans cette histoire, puisque Léandre va tomber sur Winifred, qui est journaliste et qui enquête sur ces morts qui ne veulent pas rester morts. C'était
vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère. Je lui ai mis 4 étoiles, je sais plus si je vous l'ai dit, je crois que oui. J'ai beaucoup aimé les personnages, surtout Winifred. J'ai trouvé que Léandre était un petit peu lent à la détente et malheureusement, c'est censé être le personnage principal et je trouve que quand il est en présence des personnages secondaires, que ce soit Winifred ou bien son meilleur ami ou même sa sœur, qu'on voit assez peu au final dans l'histoire, il s'efface complètement. On oublie presque qu'il est là. Et c'est un petit peu dommage. Je vous l'ai dit, j'ai adoré le style de l'autrice, même si j'ai trouvé Caméra Obscura un poil moins drôle que Esther Parmentier. Mais bon, Esther Parmentier quoi. Rien que le nom de l'héroïne vend du rêve. Et j'ai trouvé que l'intrigue était un peu trop évidente, quasiment dès le départ. On avait compris ce qui allait se passer, quels étaient les tenants et les aboutissants, les twists n'en étaient pas vraiment. Et j'ai trouvé que c'était un peu dommage, mais c'est un récit ado, donc ça me paraît pas déconnant non plus que l'intrigue soit pas ultra tirée par les cheveux. J'aurais bien aimé être un tout petit peu plus surprise quand même. Mais j'ai vraiment passé un super moment. 4 étoiles, c'est quand même une super note. Et j'ai très hâte de lire les autres romans de cette autrice. Ensuite, je vous ai parlé du challenge autour du monde avec les filles du boulot. Laissez-moi vous présenter un nouveau challenge, pas vraiment. Mathilde est tombée, en regardant les nouveautés à venir chez les éditeurs, sur un titre en particulier qui va être traduit par BMR, je crois. Donc c'est le label romance, new romance, dark romance des éditions Hachette, si je dis pas de bêtises. Et ça nous a embarqués dans un univers auquel on ne pensait pas avoir affaire de sitôt. Alors moi je savais que je plongerais dedans à un moment donné parce que j'en avais déjà quelques-uns dans ma liseuse qui m'intriguaient. Mais là on est parti dans un délire. Laissez-moi vous parler de la Monster Romance. Le concept, c'est donc une romance, fantasy ou fantastique pour le coup, puisqu'on va être sur des monstres en love interest. Donc, on s'est lancé le challenge d'en lire au moins un chacune. Mathilde est partie sur un truc avec une araignée, je crois, c'est horrible. Sophie est partie sur un truc avec un minotaure. Et moi j'ai lu The Dragon's Bride de Katie Roberts. Je lui ai mis 4 étoiles. Alors, le pitch. On est dans notre monde au départ. Et on a une jeune femme qui fuit son mari qui est violent. Alors contrairement à Virginie Grimaldi tout à l'heure où son mari n'était pas violent physiquement, là son mari est violent physiquement, elle craint même pour sa vie. Donc elle réussit à s'enfuir, mais son mari va la retrouver. Et l'histoire commence alors qu'elle est à l'hôtel, son mari l'a retrouvée, un client s'est interposé, donc son mari est, je sais pas où, à l'hôtel, j'en sais rien, je sais pas si les flics sont venus le chercher, c'est assez nébuleux. Et elle se retrouve enfermée dans sa chambre d'hôtel, et à ce moment-là, on a un démon qui arrive et qui va lui proposer un marché qu'évidemment elle ne peut pas refuser. Il va lui proposer de tuer son mari pour qu'elle soit libérée de lui, et en échange elle s'engage à passer 7 années dans son royaume, le royaume des démons. Donc elle va signer ce premier contrat et en fait elle se rend compte elle va être vendue aux enchères avec 4 autres femmes. Je vous le donne en mille, il y a 6 tomes dans la série, donc à chaque fois on va suivre une autre femme, plus une 6e du coup que je sais pas encore qui c'est, mais je sais qui est le love interest. Et donc on a des monstres, des créatures différentes à chaque tome. Le tome 1 c'est le dragon, on a le tome 2 sur le kraken, le tome 3 sur la gargouille, le tome 4 sur la succube, là ce sera du FF. Et les 2 derniers tomes, je crois, sont sur les démons. Donc le démon qui vient lui faire signer le contrat et son sous-fifre pour un tome 6, 5 ou 6, je ne sais plus. Bref, peu importe. Donc, notre héroïne va se retrouver à signer un nouveau contrat avec ce dragon. Elle s'engage à passer 7 années à ses côtés. Et je vais pas forcément trop vous en dévoiler parce que je crois qu'il fait 186 pages, voilà, donc c'est assez court.
Alors, quand je vous ai dit que c'était de la monster romance, c'est de la littérature érotique. Ne vous y trompez pas. Il y a assez peu d'amour dans cette histoire, même si il y en a bien entendu, et c'est quasiment du insta-love, ce qui m'agace un peu, je vous avoue, mais bon, pour un titre qui fait moins de 200 pages, on peut s'y attendre. J'ai beaucoup aimé les personnages. Briar, qui est l'héroïne, est complètement paumée et ça se sent. J'aurais bien aimé que l'autrice s'attarde un peu plus sur le côté traumatisme. Elle a quand même vécu quelque chose de gravissime et je trouve que c'est pas assez... C'est évoqué, mais il n'y a pas vraiment de traitement du trauma. J'aurais bien aimé que ce soit le cas et j'ai adoré Sol, le dragon. Incroyable ce personnage. J'ai adoré son honnêteté aussi. Pour le coup, on n'a aucun problème de communication dans cette histoire, ce qui est un des tropes qui me gonfle le plus, donc je vous avoue que c'était plutôt appréciable. Par contre, les événements s'enchaînent à une vitesse absolument... comment dire, pas crédible. Les sentiments également, les sentiments arrivent très 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 vite, je vous l'ai dit, hein, c'est quasiment du insta-love. Et puis le fait qu'elle se retrouve mariée à un dragon avec potentiellement la possibilité d'avoir des enfants, a priori ça la choque pas plus que ça. Il m'a manqué un petit truc, mais j'ai quand même passé un bon moment. Alors, dans ces 186 pages, il y a 2 scènes de sexe. Il y en a une qui est longue, on a quasiment 3 chapitres. Alors, les chapitres sont pas très longs, hein, mais il y a quasiment 3 chapitres pour raconter une scène de sexe. Et je trouve que, comme je les avais appréciées dans Desperate Measure, elles sont très très bien écrites. Katie Roberts a un truc pour écrire les scènes de fesses. Ça, je ne lui enlève pas. Mais on a un trope que j'aime pas non plus dans cette histoire. On l'a eu, ce trope à la fin, et c'est aussi c'est un des sujets qui est abordé quasiment dès le départ quand elle rencontre Sol. Et je vais vous le donner parce que je sais que c'est un sujet qui plaît pas à tout le monde. En l'occurrence, moi, c'est un sujet qui me plaît pas. Si vous ne voulez pas connaître le trope que je vais évoquer, je vous laisse couper le son de la vidéo jusqu'à ce que j'ai baissé la main. Le trope en question, c'est la grossesse. Voilà, bah, il va être question de grossesse, d'enfant, de grossesse désirée ou pas désirée, je ne vous révélerai pas plus que ça, mais on est sur ce type de trope. Voilà, donc, malheureusement c'est un élément qui m'a pas plu et j'espère que ce sera pas un élément redondant dans la série. On verra. Parce que oui, j'ai envie de lire la suite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'avais téléchargé depuis très longtemps sur ma liseuse et j'ai eu enfin l'occasion de le lire. D'ailleurs, celui que Sophie a lu avec le Minotaure, je l'ai en audio via Nextory. Pareil, je suis ultra curieuse. Celui de Mathilde, un peu moins. Les araignées, c'est vraiment pas mon truc. Pas plus que les lézards, les dragons ou les Minotaures particulièrement. Mais je vous avoue que l'araignée me dégoûte particulièrement. J'ai peur du tome 2 de Deal with a Demon, puisque c'est ça le titre de la série. Parce que le Kraken, pareil, c'est pas... On verra. On verra. Ensuite, j'ai lu mon livre préféré du mois de mai. C'est un coup de cœur, mais je m'y attendais. J'ai lu Beren et Luthien de J.R.R. Tolkien. Je l'ai lu parce qu'il me fallait un classique moderne pour mon propre challenge, le Blooming Spring Challenge, auquel j'ai échoué. Il me manque un livre sur toute la quantité. Je les ai tous lus, tous les autres je les ai lus. J'ai validé toutes les catégories avec les 2 niveaux à chaque fois, sauf un. Mais je le lirai d'ici la fin de l'année, histoire de quand même valider cette catégorie. C'est le livre le moins bien noté de ma pile à lire. J'aurais dû commencer par celui-là. Comme ça, au moins, ça aurait été fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc, il me fallait un classique moderne. Et figurez-vous que, alors je ne sais plus quand est-ce qu'il a été écrit, mais il a été édité pour la première fois en 2017, grâce au fils de Tolkien, qui s'appelle Christopher. Et à mon avis, l'univers entier de la Terre du Milieu, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, etc., compte comme un classique. Donc j'estime que Beren et Luthien est un classique moderne.
On va suivre ces deux personnages, du coup, Beren et Luthien, on est sur un conte, l'histoire d'amour entre ces deux personnages, amour interdit par le père de Luthien qui considère que Beren n'est pas suffisamment bien pour sa fille, et qui va du coup l'envoyer dans une quête qu'il pense impossible, à la recherche d'un Silmaril. Donc une des pierres forgées par les premiers elfes, et donc on va suivre cette quête tout simplement. C'est une histoire qui est assez courte, mais dans la version que j'ai écoutée, puisque je l'ai écoutée exclusivement en audio, je crois que c'est l'édition chez Christian Bourgois, on a 2 fois la même histoire, une fois en prose et une fois en chant. C'était sublimissime. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans cette histoire, alors il y a une énorme introduction et il y a pas mal d'interruptions aussi et de notes du fils de Tolkien, donc de Christopher Tolkien, qui explique le processus de création de son père, et c'est une partie documentaire que j'ai adorée. Ça peut peut-être rebuter certains d'entre vous, l'aspect j'interromps presque l'histoire pour expliquer comment mon père a eu cette idée et comment ce personnage a évolué d'une année à l'autre, etc. Et j'ai adoré. C'était incroyable, c'était phénoménal. Je pense que si je n'avais pas le choix et que j'étais obligée de ne lire que des textes issus de l'univers, de la Terre du Milieu, etc., enfin tout l'univers de Tolkien, jusqu'à la fin de ma vie, je pense que je serais parfaitement comblée. C'était magnifique, c'était sublime, c'était incroyable. Lisez, écoutez Beren et Luthien et plongez-vous dans cet univers qui est extrêmement riche, qui est extrêmement dense, mais qui est beau. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir lu Le Seigneur des Anneaux et ou Le Hobbit pour lire Beren et Luthien, parce que déjà l'histoire se passe bien avant tous ces événements-là. Lisez-le, écoutez-le, c'était génial. Et le dernier livre que j'ai lu en mai, c'était Winter, le tome 4 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. J'ai terminé une nouvelle série. Wouhou! Une des séries les plus anciennes, en plus de ma pile à lire, d'après mon fichier Copile. Il était dans ma palle des cartes pour un livre qui avait remporté ou qui avait été sélectionné pour les Goodreads Choice Awards. En l'occurrence, il était nominé dans la catégorie Young Adult Fantasy Sci-Fi de 2015. Puisqu'il est paru en 2015, je lui ai mis 5 étoiles. C'était phénoménal. J'avais déjà beaucoup aimé le tome 1, j'avais aussi beaucoup aimé le tome 2, un peu moins le tome 3, mais le tome 4, waouh! Ça se passe dans le futur, on est sur un récit de science-fiction avec des androïdes, des cyborgs. Ça se passe dans la communauté orientale, on est à Néo-Beijing et on va faire la rencontre de Cinder qui est mécanicienne cyborg. Elle est très maltraitée par sa belle-mère et sa demi-sœur. Sa deuxième demi-sœur l'aime beaucoup, donc il y a une belle relation entre ces deux personnages. Malheureusement, il y a une épidémie qui sévit sur toute la planète Terre et seuls les lunaires, donc les habitants de la Lune, ont le remède à cette maladie. Du coup, une alliance va tenter d'être créée entre le jeune empereur, enfin le prince en l'occurrence, mais bientôt empereur parce que l'empereur qui est au pouvoir est atteint par cette maladie, vraisemblablement incurable dans un premier temps, et la reine de la Lune, Levana. Sauf que Levana, c'est un tyran. Donc Kai, l'empereur de Néo-Beijing et de la communauté orientale, n'est pas vraiment ravi de cette alliance, mais bon, il n'a pas le choix pour sauver son peuple et obtenir le vaccin contre la létumose, c'est le nom de cette maladie. Il est obligé d'épouser Levana. Donc, on est sur, je pense que vous l'aurez compris, une réécriture de Cendrillon dans ce tome 1. Et puis on va rencontrer différents personnages, toute une bande de personnages absolument incroyables tout au long du tome 3, 2, 3 et 4. Le tome 2, on est parti sur le petit chaperon rouge, le tome 3 sur Réponse et le tome 4 sur Blanche-Neige. Winter, c'est la belle-fille de Levana, elle vit donc sur la Lune et les lunaires ont un pouvoir, ils ont la capacité de contrôler n'importe qui. Physiquement, psychologiquement. Winter, elle, refuse d'utiliser son pouvoir et de ce fait, elle est victime de ce qu'on appelle le mal lunaire,
elle devient folle, en fait, tout simplement. Elle perd de plus en plus l'esprit, elle est victime d'hallucinations, ce genre de choses. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails en ce qui concerne ce tome 4 de toute façon, parce que c'est le tome 4. Et puis je vais peut-être pas forcément vous en dire plus non plus au niveau de l'histoire globale, si ce n'est que, évidemment, vous vous doutez bien que si le tome 1 c'est une réécriture de Cendrillon, il va y avoir un truc entre Cinder et l'empereur, Kai. On a des couples qui se forment à chaque... Enfin, pas des couples qui se forment à chaque tome, c'est faux. Certains couples attendent le tome 4 pour se former, alors que ça fait des pages et des pages et des pages qu'on les attendait. Bref, le tome 4 fait presque 1000 pages. 983 pour être exact. Du coup, ça m'a pris très longtemps pour le lire, mais c'était trop bien. Les chapitres sont très courts, donc une fois que j'ai été lancée, je ne m'arrêtais plus. Mais au bout d'un moment, il faut dormir aussi la nuit. Donc j'ai pas eu le choix que de m'arrêter plusieurs fois. Et j'étais très frustrée. D'ailleurs, j'ai terminé ce livre hier, le 1er juin. Mais je l'ai quand même intégré dans mes statistiques du mois de mai parce qu'il me restait, je sais pas, peut-être 10% à lire. Donc un peu moins de 100 pages. Sur les presque 1000, j'estime que ça peut quand même compter dans mes lectures du mois de mai. C'est le tome parmi les 4 auquel j'ai mis la meilleure note. Je crois que j'avais mis 17 au tome 1, pareil pour le tome 2, peut-être 15 au tome 3, quelque chose comme ça. Et là, j'ai mis 19 sur Livre Addict, donc comme dit, 5 étoiles. C'est une saga qui est pour moi à 4 étoiles et demie, je pense, quelque chose comme ça, si on fait la moyenne. Et c'est une histoire que je sais que je relirai avec beaucoup de plaisir. C'est ultra riche, c'est ultra réfléchi. On a du suspense, on s'attache à des personnages qu'on voit partir. C'était trop bien. Je lisais vraiment cette série. Les personnages sont fascinants. L'univers qu'a créé l'autrice est incroyable. J'ai été frustrée par l'aspect magie lunaire et le fait que les lunaires puissent manipuler les autres personnages, parce que du coup, il y a certains moments, principalement dans le tome 4, vu que c'est le dernier tome de la série, où on se dit « Ah purée, ça y est, enfin, ils vont y arriver », et puis bam, il y a un lunaire qui débarque, et c'est reparti pour un tour. Il y en a un qui se fait manipuler, et du coup, on repart pas à zéro, mais on a fait 3 pas en avant, 10 pas en arrière. Donc c'est parfois frustrant, surtout quand c'est un tome qui fait presque 1000 pages. Je pense qu'il y a pas mal de pages qui auraient pu sauter si on s'était contenté d'aller droit au but, mais ça participe quand même au plaisir à la lecture et tous ces rebondissements et tout est logique. Il n'y a pas de moment où je me suis vraiment dit non mais franchement elle abuse. Tout est juste. C'était vraiment génial, j'ai adoré et je les ai tous lus en français. Et bravo à PKJ parce que c'est très bien traduit. J'ai relevé peut-être 1, 2, 3 petites fautes par-ci par-là, mais vraiment pas grand-chose. Vraiment rien de rien comparé à d'autres maisons d'édition que je ne citerai pas. Lisez cette série, je la trouve intemporelle. On est sur un récit jeune adulte et vraiment, je sais que je la relirai. Et pourtant, le young adulte, c'est de moins en moins mon truc. J'ai de plus en plus de difficultés à m'attacher aux personnages. Là, en fait, on oublie complètement qu'ils sont jeunes. Je pense qu'ils doivent avoir... Je crois que Cinder a 17 ans au début de l'histoire. Je crois que Winter, à un moment donné, elle dit qu'elle a 1 an de plus. Donc, et à mon avis, Cress doit être la plus jeune. Et Scarlett a à peu près le même âge, je pense. Donc, ils sont jeunes, mais c'était trop bien. C'était trop bien. Lisez cette série. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de laisser une trace de votre passage, mais que vous ne savez pas quoi me dire, laissez-moi une pomme dans les commentaires pour Blanche-Neige. Je vous laisse. Pour l'instant, je suis vraiment super contente de ce mois de mai en ce qui concerne mes lectures. J'espère que le mois de juin sera tout aussi riche et tout aussi bon. Je vous retrouve la semaine prochaine pour, si je dis pas de bêtises, le Mystery Vlog. Et puis le mois prochain pour mon wrap-up du mois de juin. Ciao!